Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Si nous avons rendez-vous aujourd'hui pour un dossier extraordinaire, aujourd'hui dimanche, c'est, vous le pensez bien mes chers amis, qu'il ne s'agit pas vraiment d'un dossier comme les autres. Tous les jours de la semaine, nous vous racontons une histoire vraie, une histoire qui est réellement arrivée à des hommes ou à des femmes. Or, je vous le dis tout de suite, dans notre dossier d'aujourd'hui, non seulement rien n'est vrai, mais rien n'est vraisemblable. Nous allons entrer dans le domaine du rêve, dans le domaine du fantastique. Ce sont deux films qui nous y invitent. L'un d'eux est vieux de 43 ans et sa sortie en 1933 fut un événement dans l'histoire du cinéma. L'autre va paraître sur les écrans et sera sans doute aussi un événement. Les deux films portent le même titre. C'est un nom qui fait à la fois frémir et rêver. King Kong. Oui, nous avons choisi aujourd'hui de vous parler de King Kong. Et si nous l'avons fait, c'est que l'aventure de ce grand singe du passé est en fait un problème humain et que cette histoire imaginaire est à sa manière une histoire vraie. Tout commence par les conséquences de la crise du pétrole. Les compagnies prospectent en tous sens, partent dans le monde et même dans les endroits les plus reculés. La compagnie américaine Petrox s'est, elle, fixée pour objectif la Micronésie en plein Pacifique et plus particulièrement l'île de Skull où se trouverait un gisement fabuleux. Évidemment, l'endroit n'a rien d'engageant. D'abord, le nom même de l'île qui signifie en anglais crâne. Et puis, il y a ces brumes qui recouvrent la région en permanence. Mais il s'agit de trouver du pétrole et non pas de faire du tourisme. Un bateau part donc, emmenant l'expédition de la Petrox, dirigée par un personnage assez odieux qui se nomme Fred Wilson. Il emmène aussi ce bateau un passager clandestin, type sympathique, Jacques Prescott, qui lui est là pour une toute autre raison. C'est un jeune savant, diplômé de paléontologie, et il a lu, dans d'anciens rapports de navigateurs, des choses troublantes à propos de l'île de Skull. Figurez-vous que dans cette île subsisteraient des animaux préhistoriques encore vivants, et parmi eux un grand singe, un singe monstrueux. Le bateau est déjà au milieu de l'océan quand Prescott décide d'aller trouver Fred Wilson pour tout lui avouer. S'il est passager clandestin, c'est par pur intérêt scientifique. C'était pour lui une occasion inespérée, car jamais il n'aurait eu les moyens de monter lui-même une telle expédition. Est-ce que vous vous rendez compte ? Des animaux préhistoriques vivants et sans doute un singe gigantesque. Pour prouver sa bonne foi, Prescott montre ses diplômes. Mais Fred Wilson ne le croit pas. Il l'accuse même d'être un espion à la solde d'une autre compagnie rivale. Les choses vont sans doute mal tourner quand survient un événement inattendu. Des cris sur le pont interrompent les deux hommes. L'équipage vient de repêcher une jeune fille abandonnée dans un canot pneumatique. On la conduit dans la cabine du capitaine, et d'une voix faible, elle raconte son histoire. Elle allait à Hong Kong, son bateau a explosé, et elle est sans doute la seule survivante. Elle s'appelle Dwan. Dwan est très belle, de longs cheveux blonds, un regard candide, une grande douceur, et sans doute cette douceur est-elle communicative, car Wilson et Prescott se mettent d'accord. Tout le monde finalement ira ensemble à Skull et Prescott donnera un coup de main à l'expédition. Quelques jours plus tard, l'île est en vue. Enfin, en vue, c'est un bien grand mot. À vrai dire, c'est surtout du brouillard que l'on voit. Un épais brouillard qui forme comme une couronne au milieu de la mer. Mais on accoste quand même, et toute l'équipe, les chercheurs, les marins, débarquent avec bien sûr Dwan, Wilson et Prescott. Après une marche très pénible à travers les montagnes et la forêt vierge, les voyageurs ont une surprise. Ils viennent brusquement de tomber sur un village indigène. Oh, bien sûr, ils se doutaient que l'île était habitée, mais tout de même, ce qu'ils voient de quoi les surprendre. Le village, en effet, est bâti au pied d'un mur gigantesque.
Un mur fait de troncs d'eucalyptus et haut de près de 15 mètres. Et les gens de la Pétrox ne sont pas au bout de leur étonnement, car voici maintenant que les indigènes entament une étrange cérémonie. On amène sur une litière de branchage une jeune fille habillée d'une manière extraordinaire avec un costume fait uniquement de plumes. Elle est attachée. Et soudain la porte s'ouvre, car il y a une porte au milieu du mur, une porte gigantesque elle aussi. On dépose de l'autre côté, sur un autel, la jeune indigène qui hurle de terreur, et on referme précipitamment. Alors tout le monde se met à danser, un chant étrange s'élève, avec une seule syllabe qui revient inlassablement « Kong, 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 Kong ». Fred Wilson, le chef de l'expédition, décide de ne pas s'attarder. Après tout, ils sont là pour trouver du pétrole. Tout ce que peuvent faire les indigènes ne les regarde pas. Mais ce n'est pas l'avis de Prescott, qui lui reste sur place. Maintenant, il est sûr de ne pas s'être trompé. D'abord, pourquoi cette palissade? Sinon pour se protéger d'un terrible danger. Et puis, il y a ce nom que viennent de prononcer les indigènes, Kong. Or, les manuscrits qu'il a lus appelaient précisément le singe monstrueux King Kong. Prescott sent qu'il est tout près du but. Et il s'enfonce dans la jungle. Laissons donc Prescott et revenons à Dwan, qui commet en cet instant précis une grave imprudence. Elle a laissé les hommes partir devant elle et elle s'attarde au bord d'un ruisseau. Or, les indigènes l'avaient suivie. Dès qu'elle est seule, ils l'enlèvent et l'entraînent au village. Et la scène de tout à l'heure se reproduit exactement de la même manière. Mais cette fois, c'est Dwan, la victime. Dwan est revêtue d'une robe à plumes et attachée sur une litière de branchage. On ouvre la gigantesque porte, on la dépose sur l'autel et on referme précipitamment. Un grand silence se fait, tout le monde attend. Alors on entend au loin un bruit sourd, un bruit pesant. Puis, les branches se brisent. Ce bruit se rapproche peu à peu. Et en même temps, on distingue le souffle d'une énorme respiration. Les danses reprennent phonétiquement, avec la même incantation, la même syllabe inlassablement répétée. Kong, Kong, Kong. Dwan, qu'on a jetée sur le sol à moitié inconsciente, sent qu'une ombre s'approche d'elle et la recouvre tout entière. Elle lève les yeux. C'est un singe immense qui fait plus de 10 mètres. Le monstre se penche vers Dwan qui s'évanouit. Nous voici donc enfin, mes chers amis, en présence de King Kong. Et je pense qu'il nous faut ouvrir une rapide parenthèse à propos du film. Car dans les deux versions, dans la seconde bien entendu et dans la première, ce qui était extraordinaire pour l'époque, King Kong n'est pas un trucage photographique, c'est bel et bien un automate grandeur nature. Dans le second film, par exemple, King Kong mesure 13 mètres. Il pèse 6 tonnes et demie. Son armature, ou son squelette, si vous préférez, est en aluminium. Ses veines et ses artères sont constituées par 900 mètres de conduits hydrauliques et 1350 mètres de câbles électriques. Sa poitrine fait 6 mètres de large et ses bras 6 mètres de long. King Kong est articulé, ses bras peuvent adopter 16 positions différentes. Il marche avec des enjambées de 4,50 mètres. Il peut remuer les hanches, tourner sur lui-même à la ceinture, plier les genoux, bouger les yeux dans n'importe quelle direction, retrousser les lèvres et même remuer les oreilles. Quant à sa peau, eh bien, elle est faite de grosses pièces de caoutchouc sur lesquelles on a collé 2 tonnes de crin de cheval. Mais retournons à notre histoire et même si nous savons qu'il s'agit d'un gigantesque automate, pour nous désormais, il ne sera plus question que de King Kong. S'étant aperçus de la disparition de Dwan, les hommes de la Pétrox sont retournés au village. Prescott est là, lui aussi. Tous ont immédiatement compris. Et malgré le danger, Prescott bondit vers la porte et l'ouvre. King Kong n'est plus là. Tout le monde se met à sa poursuite. Et pourtant, contrairement à ce que pensent les autres, King Kong n'a fait aucun mal à Dwan. Tandis qu'elle était évanouie, il l'accueillit délicatement entre ses doigts, il l'a emmenée dans son repère, il l'a laissée se reposer toute la nuit, et il l'a regardée en faisant le moins de bruit possible. Même chose quand le matin, Dwan se réveille et tente de s'échapper. En quelques-unes de ses enjambées de 4,50 mètres, King Kong n'a aucun mal à la rattraper, mais comme elle a glissé dans la boue, il la place toujours avec la même délicatesse sous une chute d'eau pour lui faire sa toilette. Et il faut bien se rendre à l'évidence, King Kong est vraiment tombé amoureux de Dwan. Mais les choses ne vont pas rester toujours aussi souriantes, car Prescott et les autres
sont à la recherche de Dwan et du singe géant. King Kong redevient alors une bête sauvage. Il précipite par exemple dans un ravin 3 hommes qui s'étaient aventurés sur un tronc jeté en travers. Un serpent surgit, un serpent de sa taille, c'est-à-dire monstrueux. C'est entre King Kong et lui un combat gigantesque. Finalement, King Kong est vainqueur et tout fier, tout heureux, il retourne vers Dwan. Mais Dwan n'est plus là. Prescott est arrivé pendant le combat et tous deux en ont profité pour s'enfuir. Et ils courent. Ils entendent alors l'énorme bruit derrière eux que King Kong fait en se rapprochant. Voici la porte du mur. Ils la franchissent. King Kong arrive à son tour. Il arrache tout. Mais il tombe dans une fosse remplie de chloroforme que Wilson et ses hommes viennent de creuser. King Kong est enchaîné, est emprisonné dans la cale d'un pétrolier géant. Car Wilson, voyez-vous, faute d'avoir trouvé du pétrole, vient de trouver une idée qui va lui rapporter, pense-t-il, presque autant de dollars. Capturer King Kong, le ramener à New York et en faire la plus grande attraction du monde. Wilson essaie de convaincre Dwan et Prescott de participer à son opération. Dwan commence par refuser, il faut laisser King Kong dans son habitat naturel. De même, les indigènes ont besoin de lui, bien sûr. C'est une présence terrifiante, mais sans cette présence, ils seront perdus. Voyez-vous, Dwan a vu juste. King Kong est nécessaire aux indigènes. D'un côté, pour eux, il y a la partie interdite, la forêt avec ses forces monstrueuses, au milieu le mur, qu'on ouvre à intervalles réguliers pour communiquer par des sacrifices, et enfin le village, la vie organisée justement sur cet équilibre, ce compromis avec les forces mystérieuses. Sans faire de psychanalyse, ne peut-on pas penser que l'île de Skull est peut-être à l'image de chacun de nous, avec d'un côté le fond obscur, l'inconscient, les forces sauvages de l'instinct, et de l'autre le moi social, et entre les deux une barrière, un mur, qu'on édifie à grand-peine. King Kong, qu'on emporte finalement sur le bateau de la Petrox, est déjà un mythe, le symbole de la force brutale, bestiale, qui se trouve entre nous tous. Mais laissons là l'île de Skull, abandonnons les indigènes à leur malheur, car une toute autre aventure se prépare. King Kong, la bête sauvage, est en route vers la civilisation, et il va prendre maintenant une autre dimension, devenir un autre mythe. Nous sommes à présent sur le pont du bateau du pétrolier géant en route vers l'Amérique. Oh, je ne vous surprendrai certainement pas, mes chers amis, en vous disant que Dwan et Prescott sont tombés amoureux, ils s'étreignent fougueusement, un peu trop fougueusement même, car l'écharpe de Dwan glisse jusque dans la cale où King Kong est enfermé. Et quand il sent le parfum de sa bien-aimée, King Kong devient absolument enragé. Il se démène furieusement et malgré ses chaînes, il va peut-être démolir le bateau, car désormais et jusqu'à la fin, King Kong, prisonnier de la civilisation, n'est plus qu'une force de destruction aveugle. Oui, Fred Wilson a commis une grave imprudence. Il y a des éléments qu'on ne met pas impunément en présence et qui, quand ils sont placés côte à côte, produisent d'une manière tout aussi infaillible, par exemple, que les réactions chimiques, une explosion dévastatrice. New York. La ville, dit-on, la plus civilisée du monde, la ville par excellence, va se trouver confrontée brusquement avec un King Kong qui va devenir un monstre social. Au milieu de Central Park, devant une foule innombrable, se dresse une pompe à essence immense, d'un mauvais goût certain, haute d'une vingtaine de mètres. En face, il y a une sorte d'autel de sacrifice semblable à celui qui se trouvait à Skull. Dwan est debout sur l'autel, mais elle ne se sent pas très fière dans sa robe à paillettes et au milieu de ce barnum. Et c'est le grand moment. Une grue soulève la pompe à essence, découvrant le pauvre King Kong qui rugit à l'intérieur de sa cage de fer. Les flashs de centaines de journalistes crépitent tous en même temps. Et bien sûr, l'inévitable se produit. King Kong entre dans une fureur incroyable, agrippe les barreaux de sa cage, il les tord, les brise, il s'échappe. Et la panique est indescriptible. Dwan et Prescott, toujours eux, s'enfuient, poursuivis par King Kong. Ils se dirigent vers la pointe extrême de l'île de Manhattan, là où se dressent les deux plus hauts gratte-ciel de New York, plus haut que l'Empire State Building, les tours jumelles. Et c'est là, à 450 mètres du sol, que va se jouer le dernier acte. Le couple se réfugie dans une des tours. King Kong les suit, et grâce à son instinct, il sait dans quelle pièce Dwan s'est réfugié. Il passe sa main monstrueuse à travers la fenêtre, il la prend doucement entre ses doigts, et avec elle,
il entreprend l'escalade de la façade de ce gratte-ciel. Autour de lui, les hélicoptères bourdonnent, les avions sont prêts à intervenir, à tirer leurs roquettes. King Kong est à présent la menace dans la cité, la force incontrôlée qui trouble l'ordre et qui doit être réprimée par tous les moyens. King Kong est l'ennemi mortel de la société. Mais n'est-ce pas la société elle-même qui l'a engendré? Car c'est pour de l'argent qu'on l'a arraché à son milieu naturel et transplanté au cœur de la civilisation. King Kong, qui grimpe sur le plus haut bâtiment de la plus grande ville du monde, devient le symbole du refus de la révolte sauvage, une sorte de statue monstrueuse de la contestation. Dwan, en plein ciel, balancée entre les doigts énormes, a peur, mais pas pour elle, pour King Kong. Elle lui fait signe de ne pas l'abandonner, car elle sait que dès cet instant, les avions tireront. Mais la bête a compris. Il a peut-être compris aussi que son aventure est sans issue, comme est sans issue le sommet de la tour où il est parvenu. Alors, avec d'infinies précautions, il dépose Dwan sur le toit et se redresse vers les avions. Il se sacrifie. La fusillade éclate au même instant, un cri, une chute vertigineuse. C'est fini. Voilà, mes chers amis, l'histoire de King Kong, à propos de laquelle nous avons parlé de psychanalyse, d'affrontement social, se termine sur un regard d'amour. Et c'est cette image finale que nous garderons. King Kong est bien l'histoire d'un amour trop grand, au propre comme au figuré, un amour impossible. C'est le conte de la Belle et la Bête, dont on trouve tant d'exemples à travers les folklores du monde entier. La bonne et énorme bête, amoureuse d'une belle qui n'est pas faite pour elle. Oui, King Kong est peut-être en fin de compte une histoire poétique. Et c'est à un poète, si vous le voulez bien, mes chers amis, que nous laisserons le dernier mot. Comme on proposait un jour à Paul Éluard la présidence d'un ciné-club, il répondit « Je veux bien, mais quand redonnerez-vous King Kong ?» Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. L'affaire célèbre que Jacques-Antoine évoque aujourd'hui devrait intéresser particulièrement les parents de garçons qui vont entrer ou qui sont entrés dans l'adolescence. Attention, loin de nous l'idée de leur présenter leurs enfants comme des monstres en puissance, de jeunes animaux susceptibles de devenir dangereux d'une minute à l'autre. Mais simplement, nous voulons montrer combien l'équilibre psychologique des adolescents est fragile. Voici donc l'affaire Reduro. L'affaire se déroule à Landreau, commune de la Loire-Inférieure, le 30 septembre 1913, à la ferme de Jean-Marie Maby, un viticulteur de 39 ans. Il est 10 heures du soir. C'est la fin des vendanges. Dans le cellier, distant de l'habitation principale d'une trentaine de mètres, travaillent depuis 1h30 Jean-Marie Maby, le patron, et un jeune domestique de 15 ans, Marcel Reduro. Un journal de l'époque, Le Temps, écrira à propos de Marcel Reduro, qui va être le triste héros de cette affaire fantastique. Ce gamin est presque un enfant dont le développement physique ne serait pas complet. Assis derrière une table, on ne le verrait pas, et debout, il est haut comme une botte. Or, nous avons sous les yeux la fiche anthropométrique de Marcel Reduro, et l'affirmation de ce journal nous paraît totalement dénuée de fondement,
puisqu'il mesure 1,58 m, ce qui, en 1913, dépasse la moyenne des garçons de 16 ans, et il n'a encore que 15 ans et 4 mois. Le même journal écrira aussi « La tête est grosse avec des cheveux blonds dont les mèches tombent sur un front bas et bombé, le profil avec un nez droit sur une bouche largement fendue et fuyant. » À notre avis, pas un de ces détails ne répond à la réalité. Le front n'est ni bas ni particulièrement bombé, et encore moins fuyant. Au contraire, la tête et la face nous paraissent d'une conformation très régulière, et si l'expression du visage est un peu inquiétante de face, cela tient tout simplement au fait que Marcel Redureau, aveuglé par la lumière nécessaire à la prise de la photo, a froncé les sourcils. N'oublions pas que nous sommes en 1913 et on ne lésinait pas sur la lumière pour faire des photos d'intérieur. Enfin, nous ne voyons pas où le journal Le Temps a vu des oreilles énormes. Elles ont, d'après la fiche anthropométrique, une hauteur de 6,8 cm. Elles sont absolument symétriques, bien proportionnées, bien ourlées et ne se détachent pas du crâne. Bref, et c'est important de le signaler, ce garçon est physiquement tout à fait anodin. Et c'est finalement le journal Le Phare de la Loire qui se rapproche le plus de la vérité quand il en fera le portrait suivant. Blond, très blond même, avec des yeux bleus. Il est plutôt gentil garçon. Il est loin d'avoir la face de brute qu'on s'accorde d'ordinaire à attribuer aux assassins. Et pourtant, chers amis, ce jeune blondinet de 15 ans aux yeux bleus, qui à 10 heures du soir travaille dans le cellier avec son patron, le cultivateur Jean-Marie Mabi, va dans quelques instants tuer 7 personnes. Pas une de plus, mais pas une de moins. Devant l'énormité du crime que ce garçon va commettre, nous nous devons de vous donner encore quelques précisions. D'autant que ce sont ces précisions, justement, qui rendent cette affaire réellement extraordinaire. Et vous devez les écouter pour mieux comprendre et bien juger. Il n'y a eu chez les parents de Marcel Redureau, ni chez leurs ancêtres, ni chez les collatéraux des deux branches, aucune affection épileptique, vésanique ou convulsive, pas d'originaux, pas d'individus bizarres ou d'alcooliques. Le père et la mère sont bien portants, de constitution robuste. Ils n'ont subi aucune maladie grave ayant intéressé leur constitution physique ou leur fonction cérébrale. Ils ont eu 11 enfants, dont 10 sont vivants, 6 garçons, 4 filles. L'aînée, une fille à 21 ans et la plus jeune, 20 mois. Le troisième, un garçon, est mort 4 jours après sa naissance. L'inculpé est le 5e dans l'ordre des naissances. Les grossesses et les accouchements de la mère ont été normaux. Aucun des enfants n'a eu de maladie grave, soit générale, soit intéressant le système nerveux ou les fonctions cérébrales. Ils sont tous robustes et n'ont jamais donné d'inquiétude relativement à leur santé. À part quelques petites indispositions de l'enfance, Marcel Redureau n'a connu d'autres maladies qu'une crise rhumatismale l'année dernière, à la même époque, alors qu'il était en service chez son oncle. Il fut pris de fièvre, de douleurs dans les articulations, principalement les genoux, qui pourtant n'enflèrent point. Il ne fut que 8 jours malade et se remit au travail 15 jours après le début de la maladie. Les parents reconnaîtront qu'il est un peu nerveux, vif, espiègle, mais sans méchanceté. Il est peureux dans le sens général du mot. Le soir, il redoute l'obscurité. Il ne sait pas s'il serait capable d'aller la nuit faire une commission loin de son domicile. Si on lui en donnait l'ordre, il ne voudrait pas y aller. La nuit crée en lui une impression vague, indéfinie, qui n'a rien de systématique. Bref, ce n'est pas une phobie. Il ne croit pas aux revenants, il n'aurait pas peur de passer près d'un cimetière, il ne craint pas les sorciers, n'en connaît pas dans son pays. En un mot, il est peureux, purement et simplement, d'une façon peut-être excessive pour un garçon de son âge, mais si c'est là un indice de nervosité, ce n'est pas un signe de dérèglement pathologique. L'instituteur, bien placé pour apprécier le caractère d'un enfant qu'il a pu suivre pendant 5 ou 6 années, estime que Marcel Redureau est d'une intelligence un peu au-dessus de la moyenne, bon élève, rarement puni. Pendant qu'il fréquentait l'école, il n'a donné lieu à aucune plainte. Il avait assez bon caractère, une bonne conduite, et n'a donné lieu à aucune remarque défavorable au point de vue de la probité et de la moralité. Il a quitté l'école après avoir reçu son certificat d'études primaires. En dehors de l'instituteur, personne n'a jamais eu à se plaindre de lui sous aucun rapport. Pas plus ses patrons que ses camarades ou les gens du pays. Il n'a jamais manifesté de mauvais instincts. Il n'est pas batailleur, ne s'est jamais montré cruel envers les animaux. D'une façon générale, tout le monde partage l'avis de l'instituteur avec cependant une nuance légère. Son oncle, qu'il a eu chez lui de 11 à 14 ans, n'a jamais eu à s'en plaindre, mais
le juge peu causant et avec un caractère sournois. Un voisin qu'il a très bien connu estime qu'il a une bonne conduite, que c'est un bon travailleur, mais qu'il a le caractère très renfermé et que souvent, quand on lui adresse la parole, il ne répond pas. Un autre fermier, qu'il a eu à son service, l'estimait très intelligent, mais lui trouve un caractère sournois, très indépendant. Donc, beaucoup de gens, parmi ceux qui le connaissent, tout en ayant une opinion très favorable sur ses tendances et sa moralité, l'estiment sournois et rancunier, ce que, encore une fois, ni l'instituteur, ni ses propres parents n'ont jamais remarqué. Et pourtant, ce gentil blondinet de 15 ans va dans quelques minutes commettre un crime inimaginable. Ses fréquentations, oh, tout ce qu'il y a de plus normal. Lorsqu'il a du temps de libre, il rejoint des enfants de son âge, joue avec eux à des jeux de leur âge. Le dimanche, il joue aux cartes, mais les gains ou les pertes ne dépassent pas 10 sous. Il ne va pas au cabaret. Il ne s'est jamais enivré. Il n'a encore jamais fréquenté les filles, n'a jamais eu de rapport sexuel. Il est camarade avec Marie Dugas, une jeune domestique de 16 ans qui travaille comme lui à la ferme, mais il n'éprouve pour elle aucun sentiment particulier et ne l'a jamais courtisée. Ses lectures? Oh, mon Dieu! Rien qui retienne l'attention, elle se borne à un journal régional et à l'almanach. Il faut dire que nous sommes en 1913 et les périodiques sont infiniment moins nombreux et probablement plus inoffensifs qu'aujourd'hui. Il n'a jamais lu de ces romans populaires dont la matière favorite se compose déjà en 1913 d'histoires de crimes et d'assassinats. Alors comment ce jeune blondinet de 15 ans va-t-il être amené à commettre un crime pareil? Ah, bien entendu, nous avons recherché, comme tout le monde le fit à l'époque, dans quelles conditions physiques se trouvait Marcel Redureau ce 30 septembre à 10 heures. N'était-il pas surmené, fatigué, en état de moindre résistance organique et nerveuse? Après tout, le travail des vendanges est assez rude, et il commençait à la ferme à 5 heures du matin pour ne finir qu'à 10 heures du soir, sans autre repos que les moments consacrés au repas. Mais il résulte des enquêtes que les vendanges ont été faites en plusieurs périodes séparées par des intervalles de repos de 3 jours. Aujourd'hui, elles ont duré toute la journée, mais avant-hier, c'était dimanche. Il y a eu repos et hier, les vendanges n'ont duré qu'une partie de la journée. De l'avis unanime, ces vendanges n'ont pas été particulièrement fatigantes, et ce travail, bien que pénible, pour un adolescent de 15 ans, ne s'est pas déroulé dans des conditions qui puissent produire un surmenage physique ou un véritable épuisement nerveux. Soit. Mais alors comment expliquer ce qui va se produire, là, dans ce cellier, dans quelques secondes? Ah, il a vapeur du vin dans les pressoirs. Est-ce qu'elle n'exercerait pas une action troublante? Aucun médecin n'a observé d'excitation cérébrale pouvant être attribuée au dégagement des vapeurs du vin. Au contraire, ce sont beaucoup plus des gaz stupéfiants que des vapeurs excitantes qui se dégagent du mou en fermentation. Ce sont surtout des gaz carboniques, qui produirait plutôt une asphyxie qu'une ivresse furieuse. De plus, en ce qui concerne le jeune homme, depuis le début des vendanges, il passe la plus grande partie de ses journées au grand air, dans les vignes, et son travail au pressoir ne l'occupe que quelques heures par jour. D'ailleurs, maintenant qu'il va commettre son crime, il n'est dans le cellier que depuis à peine 1h30, et il ne se sent ni troublé, ni excité, ni ivre. Pourtant, vous pensez sans doute comme nous, mais il lui faut bien une heure raison. Au fait, une dernière remarque. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de son patron, de la famille de celui-ci et des autres personnes de la ferme? Eh bien, il semble qu'il n'ait jamais eu à se plaindre d'eux et qu'il ne nourrit ni rancune ni haine. Mais alors ce n'est pas possible, il a bu. Tout le monde sait que pendant les vendanges, on boit beaucoup. N'a-t-il pas fait quelques excès inusités? Non. Non, paraît-il, non. Il n'a pris du vin qu'aux heures réglementaires des repas et en quantité normale, 2 verres de vin rouge à chaque fois, et si l'on considère l'énorme travail qu'il a fourni après chaque repas, c'est un fait que la dose peut paraître relativement faible, en tout cas, c'est ce que pensent tous les gens qui ont travaillé avec lui ce jour-là. Tout de même, avant le souper, il a bu avec son patron, qui est actuellement au pied de la cuve, prêt à faire tourner la barre du pressoir, 2 coups de vin blanc bouché. La bouteille est encore là sur un banc à laquelle il ne manque qu'un tiers du contenu. Mais encore une fois, si on y réfléchit, tout ceci est absolument normal. Compte tenu du rude travail qu'ils doivent accomplir, ce sont des paysans et nous sommes en 1913. D'ailleurs, Marcel Redureau se sent parfaitement normal. Alors,
Alors un seul détail qui nous frappe dans le compte-rendu de l'affaire, chers amis. Depuis les vendanges, le patron, Jean-Marie Maby, parle fort et quelquefois son langage devient particulièrement rude et il lui arrive de lancer au gosse des remarques plus ou moins injurieuses. Au moment où Marcel Redureau est monté sur la plateforme du pressoir pour réparer la vis, le patron veut le rudoyer à nouveau. Comme Marcel ne parvient pas à exécuter assez vite le travail qu'il lui a demandé, le patron d'en bas lui crie qu'il est un maladroit, un feignant, et que depuis 8 jours, il travaille comme un cochon. Alors, l'incroyable se produit. Marcel Redureau, d'un bond, descend du pressoir, atterrit derrière son patron, s'armant d'un pilon qui est à sa portée, une pièce de bois qui ressemble très exactement au massue dont sont munis les statues des héros antiques. Il frappe plusieurs coups sur la tête de l'homme qui lâche la barre et tombe sur le sol. Une extraordinaire tuerie vient de commencer. Jean-Marie Maby, malgré ses 39 ans et sa robuste constitution, n'a pas esquissé un seul geste de défense. Ayant reçu par derrière, sur le crâne, les coups de pilon que lui porte Marcel Redureau, il lâche la barre du pressoir, tombe à genoux sur le sol, bascule en arrière, les bras étendus, en croix. Marcel Redureau, le blondinet de 15 ans aux yeux bleus, regarde un instant l'homme à ses pieds. Le cuir chevelu de sa victime a éclaté et saigne abondamment. Toutefois, il n'y a pas eu fracture du crâne. Et l'homme gémit. Alors Marcel Redureau saisit l'arme. L'arme qui va être l'un des éléments déterminants, j'ose dire, le criminel essentiel dans cette affaire. Il s'agit d'un outil étrange. Je ne sais pas s'il est encore utilisé de nos jours. Rien de ce qui va suivre ne serait peut-être arrivé si Marcel Redureau n'avait eu sous la main, à ce moment-là, une arme aussi effroyable. C'est un couteau à pressoir. Ou couteau à vendangeau, ce que les viticulteurs de la région appellent à l'époque un couteau à raisin. Cet outil, proprement terrifiant, est à la fois une serpe, une hache, une francisque et une faux. Imaginez fixer le long d'un manche en bois, une lame très longue, très large et surtout très aiguisée. Elle a une longueur de 65 cm, une largeur de 13. Elle pèse 2,5 kg. La lame déborde de l'extrémité du manche sur près de 20 cm et là, se recourbe comme une serpe. C'est vraiment un formidable instrument de mort, même dans une main débile. Donc Marcel Redureau, voyant son patron gémir à ses pieds, saisit le couteau à raisin et lui en porte un coup à la gorge. Il tranche d'un seul geste le larynx, l'œsophage, les artères et les veines. Tout est sectionné. L'arme entame même la 4e vertèbre cervicale et la tête ne tient plus au tronc que par la peau du cou. Oui, je vous prie, chers amis, d'excuser cette description, mais elle est nécessaire puisque c'est la base même de l'affaire Redureau. Ce premier crime accompli, Marcel Redureau, qui prétendra ne plus savoir très bien ce qu'il fait, ce que nous sommes d'ailleurs tout à fait décidés à croire, saisit une lanterne et sort du cellier pour commencer une randonnée tragique. Il parcourt 30 mètres dans la nuit pour gagner la maison d'habitation, où il s'attend à trouver tout le monde endormi. Mais en arrivant à la cuisine, qui est une pièce très vaste, il voit Madame Maby, 30 ans, enceinte de plus de 8 mois, et la jeune domestique assise autour d'une grande table ronde, se livrer à des travaux de couture éclairés par une bougie. Une seconde, Marcel Redureau a l'intention de fuir. Mais la patronne, qui l'a entendu ouvrir la porte, lui demande où est son mari. Alors Marcel Redureau perd la tête. La patronne va aller dans le cellier et trouver le cadavre de son mari. Alors il ne répond rien. Incapable d'articuler un son, il retourne au cellier et en revient avec le terrifiant couteau à raisin. Lorsqu'il entre dans la cuisine, les femmes n'ont pas le temps de se défendre. Elles ne peuvent que crier lorsqu'il les frappe et elles tombent, sans le moindre désordre à l'endroit même où elles ont été frappées. Alors je vous épargnerai les détails horribles, mais je me dois d'en signaler un seul.
L'infirmière est étendue sur le dos, la tête près du foyer, les bras le long du corps, les jambes un peu écartées, les jupons sont abaissés. Et pourtant, Marcel Redureau les a levés un instant, le temps de frapper la malheureuse qui est enceinte, presque à terme, d'un seul coup de son arme, entre les deux jambes. Il sera incapable d'expliquer cette stupéfiante blessure. Au pied de l'infirmière est étendu le corps de la jeune servante, Marie Degas. Elle n'est blessée qu'à la tête et au cou, mais les blessures sont tellement nombreuses et horribles qu'on ne peut les décrire. Aucun désordre dans ses vêtements. La bougie s'est renversée, éteinte sur la table. Les deux cadavres ont encore au doigt leur dé à coudre. Ils sont au milieu d'une mare de sang qui s'étend à 1 mètre autour. Dans la cuisine, dans un petit lit, se trouve un petit garçon, le petit Pierre. Il dort. Il ne s'est pas réveillé. Marcel Redureau n'y touche pas. Mais des chambres voisines s'élèvent des cris. Alors, toujours sa lanterne à la main, Redureau traverse le couloir et entre dans la pièce où est couchée la grand-mère, la veuve Mabi, qui a 79 ans. La vieille, un chapelet à la main, s'apprête à se lever. Il la frappe à la gorge, elle ne dit rien, elle n'a pas le temps. Marcel Redureau passe ensuite dans l'autre chambre, où les deux fillettes, Marie, 8 ans, Henriette, 7 ans, qui sont couchées l'une sur le côté droit, l'autre sur le côté gauche, dans le même lit, face à face, poussent des cris d'effroi. Il leur porte des coups de l'horrible couteau à raisin, toujours dirigé sur le cou. Ne nous étendons pas sur les blessures, bien que du fait de l'étrange conformation de l'arme qui les provoque, elles présentent plusieurs étonnantes caractéristiques. Comme Joseph, le petit enfant de 2 ans qui dort dans la même chambre, se réveille, Marcel Redureau le tue également. C'est à ce moment seulement, hélas, que le manche du couteau à raisin se casse. Sans son manche, il devient un outil totalement inoffensif. Mais il est trop tard. Quand Marcel Redureau sort de la maison pour aller reporter les débris de l'outil dans le cellier près du pressoir, dans un souci d'ordre saugrenu qui prouve bien son état d'égarement, il ne reste dans la ferme qu'un seul être vivant, le petit Pierre qui dort toujours dans la cuisine. Après avoir déposé le couteau et son manche brisé dans le cellier, Marcel Redureau monte à sa chambre, s'assoit sur le lit. Peu à peu, il reprend son sang-froid, comprend la gravité du crime effarant qu'il vient de commettre. En quelques minutes, il vient de tuer 7 personnes. Est-ce du regret, du remords, de la peur, ou les 3 à la fois? Au bout d'1 heure, il descend de sa chambre, parcourt 50 mètres, et entre lentement dans l'étang pour se suicider. Mais lorsque l'eau lui arrive à la poitrine, le courage lui manque. Alors il revient à sa chambre, il reste jusqu'au petit matin, puis il se rendra chez ses parents, où il sera arrêté quelques heures plus tard. Inutile de vous dire, chers amis, que cette affaire fait grand bruit. Le crime paraît tellement inexplicable que le juge de paix du canton, d'accord avec l'opinion publique, réclame un examen psychiatrique. Devant les spécialistes, l'attitude de Marcel Redureau est celle d'un enfant intimidé. Ils ont de la peine à lui faire lever les yeux. Il parle d'abord à voix basse, et presque uniquement par monosyllabes. Mais en insistant, ils obtiennent des réponses plus explicites et ils répondent pertinemment à toutes les questions qu'on lui pose. Il est bien orienté dans le temps et l'espace, fait preuve dans ses paroles d'intelligence et de bonnes connaissances primaires relativement à l'histoire, la géographie, la grammaire, le calcul. Toutes les réponses qu'il fait au sujet de sa vie passée, de ses patrons, de son travail, de ses salaires, sont exactes ou plausibles. Pendant ses mois de prévention à l'infirmerie de la maison d'arrêt de Nantes, il participe à la vie commune et se plie à la règle comme les autres détenus. Le gardien-chef de la prison prétend que néanmoins Marcel Redureau lui paraît dissimulé et sournois. Il se tiendrait sur ses gardes et répondrait tout juste aux questions qu'il lui pose. Mais il dort bien, mange bien, n'a pas l'air effrayé de son affaire. Le gardien-chef ne peut dire si l'accusé regrette son acte, mais il l'a vu pleurer après une visite de son avocat. En réalité, il lui arrive de pleurer beaucoup plus souvent. Devant les psychiatres, quand ils évoquaient les souvenirs des victimes, devant sa mère, lorsqu'elle vient le visiter à propos d'un de ses frères qui vient de partir en Algérie pour son service militaire, bref, sa sensibilité morale paraît intacte et il exprime au sujet des actes qu'il a commis des regrets qui paraissent sincères.
Alors, quelle explication donne-t-il à son crime? La colère. Et vous m'avez bien entendu. Tout simplement la colère. Son patron l'a mis dans une telle colère qu'il l'a tué. Ensuite, il a perdu la tête et voulu faire disparaître tous les témoins. La patronne, parce qu'elle allait découvrir son mari dans le cellier. La servante, parce qu'elle était avec la patronne. La grand-mère, parce qu'elle s'est réveillée. Les deux fillettes et le bébé, parce qu'ils criaient. Il n'a pas touché au petit Pierre, parce qu'il dormait et qu'il n'a rien dit. Il est incapable d'expliquer la violence et la multiplicité des coups. Il ne peut non plus expliquer pourquoi il a ouvert le ventre de la fermière qui était enceinte. Il se défend d'avoir eu la moindre pensée obscène ou sadique. Cet acte, comme les autres, selon lui, ne relève que de la colère. Dans ces conditions, les psychiatres, convenant qu'il n'était pas en état de démence, qu'il a eu pleine conscience des faits accomplis et de leurs conséquences, ne constatant chez lui aucune anomalie mentale ou psychique, le déclarent parfaitement responsable et il comparaît devant le tribunal. Pendant les débats, il se tient affaissé sur son banc, la tête basse, la figure pleurarde, dans l'attitude d'un enfant fautif qui s'attend à une correction sévère. Selon la déposition d'un témoin qui déclare que Redureau lui aurait dit qu'il n'aimait pas ses patrons, qu'ils étaient bons à tuer, et que s'il n'y avait que lui, il les tuerait tous, le gosse semble s'éveiller. Outré et furieux, il prononce de formelles dénégations. Il faut dire que cette déclaration du témoin paraît peu vraisemblable, et l'avocat de la défense présente des faits qui tendent à faire considérer ce témoin comme un mythomane. Quand son oncle se présente à la barre, Marcel Redureau pleure. Il pleure aussi pendant le réquisitoire et la plaidoirie. Et bien entendu, il pleure longtemps à chaudes larmes, à la façon d'un enfant, pendant les jours qui suivront sa condamnation. Le maximum de la peine que comporte son âge, 20 ans de prison. Mais bientôt, de ses larmes séchées, on le voit peu à peu revenir à une mobilité de sentiments, à l'insouciance de l'enfant que tout amuse, qu'un rien fait rire, et qui subit tout entier les influences du monde extérieur. Pourtant, voici la lettre qu'il écrit à ses parents le lendemain de son procès. Cette lettre constitue un document psychologique important. Nous la reproduisons telle qu'elle, sans en changer un mot. Inutile de vous dire qu'elle comporte des fautes d'orthographe et de ponctuation. Chers parents, je vous écris pour vous dire que le grand jour est passé, mais malheureusement sans bon résultat, et comme vous devez l'avoir déjà appris, je suis condamné à 20 longues années d'emprisonnement dans une colonie pénitentiaire. Et comme vous le voyez, chers parents, la mort viendra nous prendre avant de nous revoir. Et c'est pour cela qu'il faut que vous veniez chercher mes effets, car ils seraient perdus. Et quand vous viendrez, venez le samedi et le mardi, parce que les autres jours, c'est défendu de voir les condamnés autrement que le mardi et le samedi. Vous ne manquerez pas de me donner votre adresse quand vous aurez quitté le pays, où nous étions si bien avant ce maudit jour du 30 septembre, où j'ai commis cet horrible forfait. Je viens d'apprendre par mon avocat que papa est bien malade d'avoir quitté le pays. J'espère qu'il va bientôt être guéri pour fuir ce pays de malheur qui était si beau avant ce crime d'un si jeune misérable que je suis. Je ne pense pas que je vais rester longtemps à Nantes. Quand je serai dans un autre endroit, je vous donnerai l'adresse, afin que je puisse recevoir de vos nouvelles, car cela me serait trop dur de ne pas en recevoir. Vous me rendrez réponse en me disant des nouvelles de mon cher père qui pleure son enfant qui est condamné à ne jamais le revoir. Je pense qu'il sera vite guéri et qu'il prenne courage. Et vous me direz des nouvelles de grand-père qui doit être vieilli. Votre fils qui songe à ce qu'il a commis et qui pleure en pensant à un si horrible crime qui vous a mis dans la douleur et la honte pour le restant de votre vie, ainsi que celle de mes bons frères et sœurs qui pleureront toujours un si grand crime fait par leur jeune frère, prisonnier pour toujours. Votre fils qui embrasse en pleurant ses bons parents, qui sont à jamais et pour toujours éloignés de lui, Marcel Redureau. Notre conclusion ? Certes, Marcel Redureau était un enfant normalement constitué tant sur le plan physique que physiologique et psychiatrique. Mais
puisqu'il a accompli un geste totalement anormal. C'est qu'il a eu, au moins pour le temps de son crime, un processus psychique anormal. C'est la susceptibilité de Redureau qui s'est trouvée excessive à un moment donné. Pourquoi ? Parce que, bien que cela ne soit pas apparu au psychiatre, Redureau devait refouler un sentiment sans doute inconscient de brimade, de frustration, d'injustice. À ce moment de l'adolescence, les garçons sont tellement sensibles à ces blessures qu'un rien peut les faire basculer dans une attitude de combativité et d'agressivité exagérée. Or, malgré tout ce qu'on a dit, les vendanges, c'est les vendanges. Certes, il n'a pas bu exagérément, mais il a bu. Certes, il n'était pas exagérément fatigué, mais il était fatigué. Il n'était peut-être pas surexcité, mais il était excité. Ceci s'ajoutant à cela, il était à la limite de son équilibre. Si vous y ajoutez l'évidente exaspération, l'évidente fatigue, l'évidente excitation du patron après 15 jours de vendange, et les gros mots et les injures, on peut commencer à comprendre qu'une injure de plus ait provoqué cette colère monstrueuse. Tout simplement parce que Marcel Redureau vivait à ce moment-là l'instant critique de son adolescence. Cet instant qui peut se présenter à tout moment, qui généralement passe inaperçu, parce qu'il se passe bien, et qu'on ne discerne donc que lorsqu'il est déjà trop tard. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Il est 21h. Sur un trottoir, devant un petit hôtel de Versailles, une femme hésite encore. Nous l'appellerons Madame D. Madame D a 37 ans. C'est une femme très grande, aux cheveux dorés et au regard vert. Élégamment vêtue, elle porte une petite mallette en maroquinerie luxueuse. Enfin, Madame D prend sa décision. Elle entre dans l'hôtel minable, demande une chambre au concierge. Une fois dans sa chambre, qui ne ressemble en rien à celle de son appartement de l'avenue Foch, elle s'assoit sur le lit, allume une cigarette et réfléchit. Madame D a pris une décision grave. Je vous le dis tout de suite, nous nous garderons bien d'émettre le moindre jugement moral à propos de cette décision. Nous nous contenterons de raconter les faits tels qu'ils ressortent des enquêtes de police et des déclarations que Madame D fit à certains journalistes. Après quelques bouffées de cigarette, Madame D demande au concierge un numéro de téléphone. Quelques instants plus tard, une voix d'homme répond. « Allô, Georges ?» demande Madame D. « Oui. »« Si vous m'avez reconnu, ne dites pas mon nom. »« Je vous ai reconnu. »« Pouvez-vous me rendre un service ?» demande Madame D. « Bien sûr. » répond le dénommé Georges. « Un service dangereux. » De quoi s'agit-il ? D'un kidnapping. Ainsi s'ouvre l'extraordinaire dossier de la police que nous raconte aujourd'hui Jacques-Antoine. Madame D est d'origine anglaise,
Mais elle parle le français sans accent. D'ailleurs, elle est française de cœur et française aussi par son premier mariage. Seulement, après avoir épousé un Français et avoir eu de lui 2 filles, Françoise et Géraldine, elle a dû divorcer. Lors du jugement de divorce, qui se fait pratiquement à l'amiable, elle obtient sans difficulté la garde de ses 2 filles. Mais la mère de Madame D, une lady anglaise, après avoir désapprouvé ce mariage avec un étranger, désapprouvait ensuite le divorce. D'après Madame D, la lady, sa mère, serait quelque peu rétrograde. Nous lui laissons la responsabilité de ce jugement tout en croyant nécessaire de vous le faire connaître. À cette époque, Madame D, obligée de travailler, entre comme réceptionniste dans un institut de beauté, ce qui, s'ajoutant aux problèmes matériels causés par la séparation d'avec son mari, ne lui laisse ni le temps ni les moyens de s'occuper suffisamment de ses 2 filles. En attendant de s'être organisée, elle confie les 2 enfants à sa mère, en Grande-Bretagne. Très exactement, à Earthseed, près d'Epsom. C'est à contre-cœur qu'elle se sépare d'elle. Elle leur rend visite presque chaque week-end, envoie régulièrement l'argent nécessaire à leur pension et attend avec impatience le moment de pouvoir les faire revenir chez elle en France. Les enfants ont alors Françoise 13 ans, Géraldine 10 ans. Hélas, cette situation se prolonge 3 années. La mère de Madame D s'occupe bien de ses petites filles, qui bien entendu sont pensionnaires dans des établissements de premier ordre. Chaque fois que Madame D fait part à sa mère de son intention de reprendre ses filles, cette dernière trouve toujours une raison pour l'amener à reporter sa décision. Un jour, son appartement de Paris n'est-il pas trop petit? Est-ce que son travail lui laissera vraiment le temps de s'en occuper? Peut-être faudrait-il attendre que Françoise ait terminé tel cycle d'études, etc., etc. Quand enfin Madame D peut s'installer dans un appartement de l'avenue Foch, que rien ne s'oppose plus à ce qu'elle assure elle-même l'éducation de ses enfants et qu'elle déclare sa ferme intention de les reprendre, sa mère, sans lui opposer un refus formel, la laisse dans une vague incertitude et parvient à faire reporter encore leur retour. Enfin, l'été dernier, après les grandes vacances, Françoise et Géraldine doivent rejoindre leur mère à Paris. Elles ont alors Françoise 16 ans, Géraldine 13 ans. Hélas pour Madame D, l'avant-veille du jour où elle doit se rendre en Angleterre pour aller les chercher, elle reçoit une lettre qui, selon sa propre expression, la laisse pantelante, brisée, au bord de la dépression nerveuse. La lettre émane du ministère de la Justice anglaise et dit à peu près ceci. Vos enfants, à la demande de votre mère, ont été placés sous la tutelle de la Cour. Nous vous signifions que dorénavant, et en attendant que leur sort soit décidé par jugement, vos filles ne pourront en aucun cas quitter le sol britannique. Vous êtes d'autre part priés de ne pas troubler leur esprit par des lettres ou des paroles contraires à leur tranquillité. Impuissante, Madame D passe par des alternatives de fureur et de stupeur et va consulter un avocat international. Celui-ci lui laisse peu d'espoir. En effet, dit l'avocat, il s'agit d'une loi particulière à la législation britannique. Dernièrement, j'ai eu à m'occuper d'un cas similaire, mais qui jouait en faveur de la mère, l'actrice Dawn Addams. Lorsque celle-ci divorça d'avec le prince Vittorio Massimo, le jugement de séparation l'autorisait à ne garder leur fils que pendant 1 mois par an. Profitant de vacances en Italie, l'actrice enleva en septembre 1962 l'enfant Stefano, âgé de 7 ans, et l'emmena en Angleterre. Là, pour que Stefano, de nationalité anglaise, ne puisse être repris par son père, Dawn Addams le confia à la tutelle de la Haute Cour de justice britannique. Ainsi, le petit garçon ne pouvait plus quitter le territoire anglais. Bien sûr, il y aura un jugement, mais dans le cas où vous obtiendriez gain de cause, la procédure risquerait de durer 3 ou 4 ans. Dans le cas où vous perdriez votre procès, il vous faudra attendre la majorité des 2 enfants. C'est après avoir réfléchi pendant 24 heures à cette situation que Madame D en arrive à la conclusion qu'il ne lui reste qu'une seule solution. Oui, une seule. Enlever ses propres enfants. C'est évident, mais sa mère doit bien se douter qu'elle va réagir. Elle aussi sait qu'il n'y a qu'une solution pour lui reprendre les enfants. L'administration britannique aussi le sait.
Donc peut-être va-t-on la surveiller, peut-être la surveille-t-on déjà. Voilà pourquoi Madame D a quitté son appartement de l'avenue Foch pour cet hôtel minable de Versailles, où elle se fait inscrire sous un faux nom. Le lendemain, une première réunion rassemble à l'hôtel de Versailles Madame D et cet homme que nous appellerons Georges. De son métier, il est journaliste, lunettes, cheveux gris et courts. C'est un homme aussi petit et flegmatique que Madame D est grande et nerveuse. Après avoir étudié la situation, tandis que Madame D marche de long en large, Georges réfléchit, tranquillement assis dans une sorte de fauteuil avachi. C'est que cette opération s'avère très délicate. Les deux enfants ne possèdent ni passeport ni papier d'identité. D'autre part, elles sont pensionnaires dans deux institutions distantes l'une de l'autre de plus de 100 km. Françoise à Epsom, Géraldine à Brighton. Enfin, si Madame D n'est pas déjà surveillée, il est probable qu'elle figure, elle et ses enfants, sur une liste noire quelconque. Alors, demande Madame D, vous avez une idée? Oui, répond Georges. Mais, pour la mettre sur pied, je dois contacter un ami anglais. Lors de la réunion suivante, ils sont trois, Madame D, Georges, et un merveilleux Anglais à moustache rousse, ancien de la Royal Air Force, aujourd'hui pilote dans une compagnie privée. Après avoir rapidement étudié le dossier, le pilote a demandé à entendre Madame D avant d'accepter de l'aider. Imaginez donc, dans cette petite chambre de Versailles, ces deux hommes et cette femme penchés sur les cartes du sud de l'Angleterre qu'ils ont étalées sur le lit. L'idée à première vue est simple. Enlever successivement les deux enfants et les conduire sur un terrain situé à proximité de l'un des deux collèges et décoller pour la France. D'après sa connaissance des lieux, le pilote suggère que le terrain d'aviation à choisir soit celui de Bournemouth. Encore faudrait-il effectuer une reconnaissance plus approfondie des lieux et procéder à une sorte de répétition. Mais, pour éviter de donner l'éveil en rôdant sur les lieux et en passant et repassant plusieurs fois la frontière, il est décidé que cette reconnaissance définitive et la répétition générale se feraient la veille de l'enlèvement. 8 jours plus tard, soit le 16 octobre, Madame D et Georges sont à Londres. Georges loue une voiture et en pleine nuit, ils vont reconnaître les lieux, les deux pensionnats et le terrain d'aviation. 4 difficultés majeures se présentent. Premièrement, voir les enfants sans attirer l'attention de leurs surveillants. Deuxièmement, arriver au second pensionnat avant que l'alarme ait été donnée à la suite de l'enlèvement du premier. Troisièmement, faire monter les enfants dans l'avion en évitant le contrôle de la police. Enfin, quatrièmement, les prévisions météo pour le lendemain sont mauvaises, on craint l'arrivée du brouillard. Alors de retour à Londres, au petit matin, Madame D et Georges imaginent un stratagème au cas où le brouillard viendrait empêcher le succès de l'opération. Madame D, très nerveuse, essaie de dormir, mais n'y parvient pas, et c'est après une nuit blanche qu'ils partent vers midi pour le premier collège à Epsom, où se trouve Françoise. À 14h, leur voiture s'arrête devant la grille du pensionnat. La concierge apparaît sur le pas de sa porte, Madame D demande à voir la directrice. La concierge n'ouvre pas la grille, mais une petite porte par laquelle entre Madame D, puis elle l'accompagne à travers un parc parfaitement entretenu vers l'immense bâtiment en briques de style victorien qui abrite le collège. Madame D remarque un léger vent qui secoue les arbres et fait trembler les feuilles d'automne. Tant qu'il soufflera, le brouillard ne s'abattra pas. La directrice aux cheveux gris, robe noire, reconnaît Madame D qui vient chaque week-end voir Françoise, mais elle est bien entendu au courant de la décision de la cour et l'accueille avec un visible ennui, une certaine froideur. Madame D lui dit qu'elle est de passage dans la région pour 1 heure seulement et qu'elle voudrait embrasser sa fille. Prise de court, la directrice n'a aucun motif à lui refuser cette visite. Elle accepte, mais à condition d'assister à l'entretien. Elle envoie donc chercher Françoise. Madame D attend devant le bureau, le cœur battant. Elle entend bientôt le pas de sa fille dans le hall. Lorsqu'elle entre et s'approche de sa mère, la directrice, méfiante, se tient debout de façon à entendre tout ce qu'elles vont se dire. Madame D avait prévu cette situation. Après s'être embrassée, au milieu d'une conversation banale, Madame D dit brusquement en français mélangé d'argot « Débrouille-toi pour te tirer et être à 6 plombes près de la lourde d'entrée ». Une lueur de surprise est passée dans le regard de Françoise, mais elle a certainement compris car elle ne laisse rien paraître. Quant à la directrice, bien qu'elle entende le français, elle a simplement l'impression que Madame D, ayant parlé très vite, une phrase lui a échappé. Elle se rapproche un peu plus.
Quelques instants plus tard, Madame D embrasse sa fille, comme si elle ne devait plus la voir, d'ici longtemps, et s'en va. Madame D et Georges arrivent à 16h, au pensionnat de Géraldine. Ici, ça devient sérieux, il faut procéder au premier enlèvement. Les enfants, comme prévu, sont à l'église, où on les entend chanter des cantiques. La voiture s'arrête devant l'église et Madame D attend, debout, sous le porche. Le vent est complètement tombé, rien n'empêche plus le brouillard prévu de descendre sur l'Angleterre. La réunion dans l'église se prolonge. Peut-être a-t-elle commencé en retard. Georges regarde fréquemment sa montre et Madame D et lui échangent des regards inquiets. Il leur reste de moins en moins de temps pour être à l'heure au rendez-vous fixé à Françoise. Enfin, les cantiques cessent et les enfants sortent. Dès qu'elle aperçoit sa mère, Géraldine, dans son petit uniforme vert de collégienne, fond en larmes. « Calme-toi, lui dit sa mère, reste avec tes camarades, tu vas faire comme si tu retournais au collège, mais reste dans les dernières, devant la porte. » À la surveillante qui s'approche, Madame D explique qu'elle est de passage et demande si elle peut embrasser sa fille. La surveillante accepte. La mère et la fille échangent alors quelques mots en marchant et en s'embrassent. Puis, Madame D, comme à regret, monte dans la voiture. Par la vitre ouverte, elle lance des baisers à Géraldine en larmes, qui lui répond en faisant au revoir de la main. La voiture démarre, tandis que les enfants marchent de l'église au collège. La surveillante cesse alors de suivre Géraldine des yeux. À ce moment, la voiture qui a fait simplement le tour d'un pâté de maison réapparaît, tandis que les enfants en désordre rentrent dans le collège pour certains ou montent dans des voitures qui viennent les chercher pour d'autres, car il y a des demi-pensionnaires. Profitant de cette relative cohue, Madame D fait signe à sa fille, et comme celle-ci arrive, elle ouvre la porte, l'enfant monte, la voiture démarre. Apparemment, personne n'a rien remarqué. Dans ce cas, on ne s'apercevra de la disparition de Géraldine que dans 3/4 d'heure, 1 heure. Maintenant, la voiture roule vers Epsom. Comme on le craignait, le brouillard tombe avec la nuit et ralentit la voiture. À 17h30, ils sont encore à 40 km du collège. À 18h, ils sont encore à 6 km. À 18h10, ils s'arrêtent devant la grille dont les barreaux sont à peine visibles dans le brouillard. Personne. Madame D est folle d'inquiétude à l'idée que l'alerte a peut-être été déjà donnée. C'est alors que Françoise apparaît. Elle attendait un peu plus loin, après être sortie par une porte de service. Au moment où la voiture démarre, le concierge jaillit comme un diable hors de sa boîte, et on l'entend distinctement crier « Je vous ai vu, je vous ai vu !» Il a certainement noté le signalement et le numéro de la voiture. Mais Madame D et Georges ont tout prévu. 2 kilomètres plus loin, dans la campagne, des amis anglais attendent au bord de la route avec une autre voiture. L'échange des voitures est rapidement effectué. Madame D prend alors la route de Londres, où ils vont tous passer la nuit chez des amis, car c'est là le stratagème qu'ils ont imaginé le matin même. Tandis qu'ils sont à Londres, Georges téléphone à des amis parisiens qui vont eux-mêmes appeler, vers minuit, depuis Paris, la grand-mère des 2 enfants, la mère de Madame D, pour la rassurer, en lui disant que Françoise et Géraldine viennent d'arriver en France. Pour le moment, elle dort, mais elle pourra les appeler dès demain matin, vers 11h, chez leur mère, avenue Foch. Mais Georges et elle ont été beaucoup plus loin encore dans leur stratagème. En effet, pendant la nuit, c'est un jeu d'enfant pour la police de retrouver le propriétaire de la voiture dont le concierge du collège a noté le numéro. Aussi, à la première heure de la matinée, les inspecteurs se présentent-ils à la société de location. Mais Madame D a donné comme adresse à Londres celle de ses amis anglais qui ont, la veille au soir, pratiqué l'échange des voitures. De sorte que la police retrouve celle-ci devant leur maison et fait irruption chez eux. Ils reconnaissent les faits sans difficulté, mais pendant qu'ils s'expliquent, le téléphone sonne. Une femme décroche tandis qu'un policier prend l'écouteur. « Bonjour ma chérie, dit une voix de femme. Je voulais te rassurer, tout va bien, les enfants sont arrivés cette nuit. » Et l'on raccroche. À condition que la police anglaise tombe dans le piège, ce qui n'est pas du tout certain, Madame D et Georges espèrent de cette façon mettre fin aux recherches. Et avant de poursuivre cette histoire, nous allons marquer un petit temps d'arrêt. Depuis le lever du jour, Madame D, à l'autre bout de Londres, regarde le ciel, du moins ce que l'on peut en voir à travers le brouillard. Vers 9h, comme elle l'espérait, le soleil commence à percer. Quelques minutes plus tard, Madame D, Georges et les 2 enfants repartent en voiture en direction de Bournemouth. Le brouillard reste épais, puis il commence à se dissiper juste comme ils arrivent à proximité de l'aéroport. Là, sur le parking, tapis dans la voiture, ils attendent. Madame D fume cigarette sur cigarette, Georges explique aux 2 enfants ce qu'elles vont devoir faire. Françoise, consciente du danger, écoute très sérieusement.
Tous trois essaient de conserver le sourire et même de plaisanter de temps en temps pour ne pas affoler Géraldine, qui en profite pour vider une boîte de sucettes. Enfin, à 11h, un petit point apparaît au-dessus du terrain. Il grandit, disparaît derrière la cime des bâtiments, puis on entend ronfler son moteur et il réapparaît, roulant sur le taxiway pour s'arrêter à l'endroit exactement prévu, bien en vue de la voiture. C'est un ravissant Beechcraft, blanc et rouge, de 4 places, le pilote aux moustaches rousses en descend, le plus sereinement du monde, ses papiers de bord à la main. Alors Madame D, le cœur battant, sort de la voiture et marche à sa rencontre, suivie de ses 2 filles qui jacassent et s'extasient sur l'avion, comme cela leur avait été conseillé. Elle laisse bien entendu de côté le poste de douane et de police. Le pilote les salue, les aide à monter à bord rapidement, puis s'en va avec désinvolture faire vérifier ses papiers par l'administration. En principe, toute la scène s'est déroulée avec beaucoup de naturel et en même temps si vite que l'on peut espérer que personne n'aura rien remarqué. Hélas, leur espoir va être déçu. Quelques minutes plus tard, lorsque le pilote ressort du bâtiment administratif, il est suivi de 2 policiers et tous 3 se dirigent vers l'appareil. Madame D devient blême et elle dit à ses 2 filles qui se sont soudain figées « Allons, souriez, parlez, comme si de rien n'était ». Le pilote glisse ses moustaches dans la cabine et dit à Madame D qui est assise sur l'un des sièges arrière « Cachez-vous, ils n'ont vu que les enfants ». Tandis que Madame D se recule brusquement, le pilote, avec une brutalité incompréhensible, arrache une sucette des mains de Géraldine et fait descendre les 2 enfants. La scène qui suit est insupportable. L'un des policiers, qui s'intéresse à l'aviation et ne connaît pas ce type d'appareil, américain et nouveau sur ce terrain anglais lorsque se déroule cette affaire, tourne autour et s'approche même du cockpit pour observer le tableau de bord. Quant à l'autre policier, il regarde les 2 enfants que lui présente le pilote. « Voici l'aîné, dit ce dernier, Heather. Voici la plus jeune, Elisabeth. » Le policier regarde le passeport du pilote, puis s'adresse à Géraldine. « Vous en avez de la chance, Elisabeth, d'avoir un papa qui est dans l'aviation. Il vous emmène souvent ?» Géraldine, qui ne comprend pas, regarde l'homme à la moustache, qui fait « oui » d'un signe de tête en souriant. « Oui » répond Géraldine. « Bon, eh bien, bon voyage, dit le policier en rendant son passeport au pilote. Pendant ce temps, l'autre policier, qui inspecte toujours avec émerveillement cet avion bijou, découvre Madame D immobile sur son siège. À tout hasard, celle-ci lui sourit. Le policier s'incline et s'éloigne, comme s'il était brusquement conscient d'être indiscret. Tandis que le pilote fait monter à nouveau les 2 enfants dans l'avion, le premier policier rejoint le second, convaincu que celui-ci vient de vérifier en même temps que les papiers du pilote et des enfants celui de la femme. Puis les 2 policiers s'approchent. Et le second découvre à son tour Madame D, mais il ne dit rien, convaincu à son tour que son collègue a vérifié ses papiers. Dans l'avion, inutile de vous dire que Madame D et ses 2 filles n'emmènent pas large. Quant au pilote, malgré son flegme, tout en fermant la portière, tout en manipulant les commandes, il répète dans sa moustache à mi-voix en chantonnant « Bloody, 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 bloody » sur l'air enfin bref, sur une musique absolument originale et que d'ailleurs Madame D ne cherche pas à reconnaître, bloody étant une expression anglaise qui veut dire à peu près « zut, 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 zut ». Comme les 2 policiers lui font un petit signe amical avant de se détourner, le pilote murmure aux enfants visiblement terrifiés, blêmes de peur « Allez saluer, souriez, allons, allez. Vous ne comprenez pas, petit monstre, qu'il fait beau, que vous partez toute heureuse, passer le week-end en Écosse. » Pendant que l'avion roule sur le taxiway vers la piste, le pilote dit à Madame D « Heureusement que vous n'êtes pas sortie, ils ont dû croire que vous étiez ma femme. Et ma femme, elle arrive tout juste à votre poitrine. »« Mais pour elle, demande Madame D, comment avez-vous fait pour elle ?»« Oh, un coup de chance, répond le pilote, un coup de chance phénoménal. » Mais il ne peut donner plus ample explication pour le moment car il dialogue avec la tour de contrôle. Ce n'est qu'en vol qu'il s'explique. Il a lui-même 2 filles, Heather, 19 ans, et Elisabeth, 15 ans, et elles figurent sur son passeport. Et ils ne les ont pas trouvées trop jeunes? Bon, non. Mais c'est pour ça que je lui ai arraché sa sucette. Et il sort de sa poche un paquet visqueux où l'on reconnaît collés ensemble un trousseau de clés, un mouchoir et une sucette. Inutile de vous dire, chers amis, que Madame D ne voit rien, ni le paysage qu'il survole, ni la côte anglaise, ni la Manche. La première à retrouver complètement ses esprits, c'est Géraldine. « Maman, il faut faire un vœu, dit-elle. »« Pourquoi ?»« Parce que c'est la première fois que je monte en avion. »
Le reste du voyage se déroule sans incident, et ce n'est que quelques jours plus tard que Madame D saura que malgré le stratagème qu'ils avaient imaginé et si bien monté, la police anglaise n'avait pas donné l'ordre de cesser la surveillance aux frontières. Cette nuit-là et toute la journée du lendemain, la police a épluché l'identité de toutes les personnes qui ont quitté l'Angleterre avec 2 jeunes filles. Le pilote ne fut pas inquiété puisque la police ne sut, avant plusieurs années, comment s'était effectué le transport des enfants. Quant aux amis anglais de Madame D, bien qu'ils eussent pu être poursuivis pour complicité dans un rapt d'enfants, la police ne donna aucune suite légale. Peut-être qu'en étudiant l'affaire de plus près, le juge chargé de l'instruction prit fait et cause pour Madame D. En tout cas, il referma ce dossier extraordinaire de la police sans autre forme de procès. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Supplies.